Dans les rues luxueuses d'une grande ville européenne, les vitrines des boutiques scintillaient sous les guirlandes d'hiver. Le marbre des trottoirs brillait, les passants emmitouflés défilaient, absorbés par leur téléphone ou par leurs reflets dans les vitrines. Tout respirait la richesse, la vitesse, le contrôle. Et dans ce décor orchestré au millimètre près, nul ne semblait remarquer les failles, encore moins ceux qu'il jugeait hors cadre, trop pauvres, trop sales, trop dérangeants. Parmi ces ombres que personne ne voulait voir, un enfant noir de 11 ans, Malik, se déplaçait avec l'agilité discrète des invisibles. Il ne portait ni sac à dos ni écharpe. Son manteau était trop grand, trop usé, récupéré dans un conteneur. Il dormait dans un vieux carton, coincé entre deux climatiseurs bourdonnants, derrière un supermarché. Là, l'air était tiède même en hiver, et les odeurs d'égout se mêlaient à celles des produits jetés. Il mangeait ce qu'il trouvait, croûtes de pizza, morceaux de viennoiserie, fruits écrasés. Il buvait l'eau des fontaines publiques, ses paumes en coupe, tremblantes de froid. Il était orphelin. Sa mère, arrivée d'Afrique de l'Ouest, avait fui les tirs, les pillages, les camps. Elle avait travaillé ici, en silence, comme femme de ménage dans des immeubles que ses employeurs ne prenaient même pas la peine de regarder. Elle était douce, forte, et riait malgré la fatigue. Jusqu'à ce que le cancer l'emporte, sans traitement, sans papier, sans voix. Depuis 2 ans, Malik survivait, seul, aiguisé par la rue comme un couteau. Invisible pour la police, pour les passants, pour les institutions. Mais Malik avait un don. Sa mémoire photographique lui permettait de retenir chaque visage, chaque détail, les horaires de livraison, les codes des portails, les moindres signes de danger. Il voyait ce que d'autres ne voyaient pas. Et surtout, il ressentait ce que personne ne voulait entendre, l'injustice, dans ses formes les plus silencieuses. Ce matin d'hiver, une fine bruine glacée tombait sur la ville. Malik s'était roulé en boule dans son carton, quand un bruit métallique le réveilla en sursaut. Des livreurs, en uniforme bleu et gris, déchargeaient à la hâte des cartons d'eau minérale d'un camion floqué du logo Cristallia, pureté absolue. L'un d'eux, pressé, glissa et laissa tomber plusieurs bouteilles en verre. Elles roulèrent, éclatant à peine, jusqu'à une flaque visqueuse, noire, huileuse, située près d'une bouche d'égout fumante. « Pas grave », grommela le livreur en les ramassant, sans même les rincer, avant de les replacer dans le carton comme si de rien n'était. Malik, caché derrière une benne, avait tout vu. Il sortit un vieux téléphone cabossé, trouvé dans une décharge, qu'il avait réussi à rallumer grâce à une carte mémoire intacte. Il filma. En zoom. Silencieusement. Son regard se fixa sur le logo. Il connaissait cette marque. Il l'avait vue sur les tables des hôtels 5 étoiles. Cette eau était vendue à prix d'or, vantée dans les magazines, associée à la pureté et à l'élégance. Il hésita. Qui écouterait un enfant des rues? Un garçon noir, mal habillé, sans papier, sans adresse? Qui le croirait face à une entreprise au pouvoir tentaculaire? Personne. Mais il garda la vidéo. À quelques rues de là, dans un appartement aux lignes épurées, au perché dans un immeuble intelligent, Cassandra Delacroix fixait son reflet. Lisse. Impeccable. Mais creux. Elle était l'héritière d'un empire industriel bâti sur l'eau, la beauté et l'éthique de façade. Les journaux la célébraient pour ses engagements écologiques, ses dons aux ONG, sa collection de robes faites à partir de matières recyclées. Pourtant, elle se sentait vide. Depuis la mort de sa sœur jumelle, emportée par une infection alimentaire fulgurante, elle ne parvenait plus à faire confiance à ce monde si bien emballé. Ce matin-là, prise d'un malaise diffus, elle décida de fuir les réunions, les flashs, les contrats. Elle descendit seule, sans chauffeur, dans le quartier historique, à pied. Elle poussa la porte du Monarque, un café de luxe réputé pour son art déco et son service irréprochable. Ici, même l'air semblait filtré. Elle s'assit à une table en coin, près d'un miroir ancien. Le serveur accourut. « Que puis-je vous proposer ? » « Je veux ce qu'il y a de plus pur. »« Très bien, madame. » Il revint avec une bouteille en verre givré, Cristallia, édition limitée. Sur l'étiquette, une montagne enneigée se reflétait dans un lac limpide. Prix affiché, 150 €. Cassandra sourit ironiquement. Elle décapsula doucement, dans un murmure de vapeur fraîche. La bouteille toucha ses lèvres. « Ne buvez pas ça. » Le cri retentit comme une gifle. Le verre trembla dans sa main. Tous les regards se tournèrent vers la porte.
Un silence glaciale se installa. Là, figé sous la lumière dorée de l'entrée, un garçon noir, maigre, trempé, les yeux agrandis par l'adrénaline. Son souffle était court. Il semblait tout droit sorti d'un cauchemar pour ses clients bien habillés. « Dehors, gamin !» rugit le serveur, indigné. Mais Cassandra ne bougea pas. Intriguée. Touchée, peut-être. Attendez. Elle fixa Malik. Pourquoi? Il avala sa salive, la gorge nouée par la peur et le froid. Mais sa voix, tremblante, ne fléchit pas. J'ai vu ces bouteilles tomber dans une flaque d'huile. Un livreur les a remises dans un carton. J'ai filmé. C'est dangereux. Le silence devint encore plus lourd. Une cliente murmura. C'est absurde. Un garde s'approcha, prêt à sortir le garçon de force. Mais Cassandra, sans quitter Malik des yeux, leva la main. Laissez-le. Montre-moi. Sur le téléphone fissuré de Malik, l'écran grésille légèrement, mais la vidéo est étonnamment claire. On y voit les bouteilles rouler dans la flaque noirâtre, le reflet des lampes du camion sur la surface huileuse, les mains sales de l'employé qui les remet machinalement dans le carton sans un regard, comme s'il manipulait de simples déchets. Le logo Cristallia, pureté absolue, brille ironiquement au premier plan. La plaque du camion est visible, la date s'affiche clairement sur la vidéo. Cassandra reste figée. Son souffle se bloque une fraction de seconde. Autour d'elle, les clients retiennent leur respiration. Une femme laisse tomber sa tasse. Le serveur, blême, regarde la bouteille encore ouverte sur la table. Cassandra appelle d'un geste sec son directeur qualité, qui arrive en courant. Elle exige des tests immédiats. Un petit laboratoire mobile est contacté en urgence. On prélève le liquide sous les regards tendus de l'équipe et des clients, certains filmant déjà avec leur téléphone. 15 minutes de attente, interminables. Puis le verdict tombe. Présence anormale de solvants industriels. Traces de plomb et d'hydrocarbures. L'eau était gravement contaminée. Le silence est remplacé par une onde de choc. Si Cassandra avait bu, elle aurait été intoxiquée. Et comme elle, d'innombrables clients haut placés, influents, dans des restaurants de luxe, des hôpitaux privés, des hôtels 5 étoiles. La marque aurait pu causer une catastrophe sanitaire. Elle se lève d'un bond. Elle comprend. Ce n'est pas un simple accident. C'est une négligence systémique, un mépris de la vie humaine camouflé par des étiquettes dorées. Et c'est un enfant sans nom, aux habits déchirés, qui a levé le voile. Le scandale éclate en quelques heures. Les médias s'emparent de l'affaire comme d'un feu sacré. Cassandra convoque une conférence de presse à 20 heures précises. Les chaînes d'information interrompent leur programme. Le logo de Cristallia s'affiche en fond, barré de rouge. Les attaques explosent. Almohadilla o toxique, almohadilla Boix de la Rue, almohadilla Malik. Dans la salle bondée, Malik est assis à côté de Cassandra, vêtu d'une chemise trop grande qu'on lui a prêtée, les cheveux encore humides, les yeux agrandis par la lumière des projecteurs. Il semble minuscule, mais son regard reste stable. Il n'a pas fui. Il est resté. Cassandra prend la parole. Elle parle calmement, sans texte, sans prompteur. Ce garçon que vous voyez ici, que la ville ignorait, que la société aurait préféré effacer, m'a sauvé la vie. Il aurait pu détourner les yeux. Il aurait pu penser que sa parole ne valait rien. Mais il a eu le courage de parler. Elle marque une pause, son regard se pose sur Malik, puis sur la salle. Aujourd'hui, je prends 2 engagements. D'abord, la création d'un fonds indépendant pour la sécurité alimentaire, doté de 20 millions d'euros, pour que jamais la négligence ne coûte une vie de plus. Ensuite, une bourse intégrale pour Malik, logement, éducation, accompagnement. Ce garçon ira à l'école. Il aura une chance. Il sera protégé. Elle conclut d'une voix ferme. La pureté ne se mesure pas en euros. Elle se trouve dans la lucidité, dans la vérité, et dans les yeux de ceux que nous avons trop longtemps ignorés. Les applaudissements sont immédiats. Les flashs crépitent. Une image fait le tour du monde. Cassandra tenant la main de Malik, tous deux debout, unis. Les mois suivants. Malik est installé dans un petit appartement chaleureux, géré par une fondation partenaire de Cassandra. Il découvre le confort d'un lit propre, le rituel des repas chauds, le silence bienveillant d'un foyer.
Il dort sans peur, pour la première fois depuis la mort de sa mère. À l'école, il étonne ses professeurs par sa rapidité d'analyse, son regard acéré sur les détails, sa logique rigoureuse. On découvre qu'il résout des équations complexes de tête, qu'il retient des pages entières de cours après une seule lecture. Les psychologues éducatifs parlent d'un potentiel exceptionnel. Cassandra vient le voir chaque semaine. Il parle de science, d'éthique, de responsabilité. Elle devient plus qu'une bienfaitrice, une présence rassurante, une mentor exigeante, une figure stable dans un monde qui bouge trop vite. Elle le surnomme affectueusement l'œil vigilant, en référence à ce don qui a tout changé. L'entreprise de livraison impliquée dans l'affaire est mise sous enquête. Des procès sont lancés pour mise en danger de la vie d'autrui, fraude et manquement à la traçabilité sanitaire. Plusieurs responsables sont suspendus. De nouvelles lois imposent des contrôles stricts dans la chaîne logistique. Le secteur tout entier est secoué. Mais au milieu de tout ce tumulte médiatique, Malik garde le silence. Ce que peu de gens savent, c'est que Malik ne cherchait ni la gloire ni la reconnaissance. Ce jour-là, dans ce café, il n'a pas crié pour être un héros. Il a crié parce qu'il savait ce que c'était de perdre quelqu'un à cause de l'indifférence. Il avait vu sa mère, affaiblie, ignorée par les hôpitaux, mourir sans bruit. Il n'a pas pu la sauver. Mais ce jour-là, il pouvait peut-être en sauver une autre. Et c'était suffisant. Des années plus tard, dans une salle bondée du sommet mondial pour la qualité de l'eau, un jeune homme prend la parole. Il porte un costume simple, les cheveux tressés avec soin, une petite cicatrice à la lèvre. Je m'appelle Malik. J'étais un enfant que personne ne voyait. Je dormais derrière les supermarchés. J'ai grandi dans les marges. Mais un jour, un cri m'a rendu visible. Il marque une pause. Les visages l'écoutent, suspendus. Les enfants en marge voient ce que les adultes oublient. Ils écoutent les détails. Ils comprennent les silences. C'est souvent là, dans les ombres, que commence la vérité. Et dans la salle, Cassandra sourit. Pas pour elle. Pour lui.